L'Université catholique de Lille fête cette année ses 150 ans. Bonjour Patrick Scoffler. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le président recteur depuis l'été 2020. Faculté, hôpitaux, établissements de soins, écoles d'ingénieurs, de commerce, bibliothèques, campus. Qu'est-ce que c'est la Cato ? La Cato, c'est une fédération de tous ces établissements, une vingtaine d'établissements. Aujourd'hui, ça représente 42 000 étudiants, une très large palette de formation, 350 filières de formation. Et puis, ce qui est souvent moins connu, il y a, à côté de ce secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a un secteur hospitalier, des hôpitaux universitaires, 1000 lits d'hôpitaux, et puis un secteur également médico-social, des EHPAD, 750 places d'EHPAD, et un dispositif qui accueille des jeunes souffrant de troubles autistiques, 120 jeunes, ce qui fait un gros établissement médico-social également. Le prendre soin, c'est une des réalités de l'Université catholique de Lille. Et quand vous êtes arrivé, d'ailleurs, vous aviez insisté sur le fait que cette dimension du prendre soin devait finalement être élargie à l'ensemble des activités. Oui, élargie. On est acteur de soins, donc naturellement, je dirais mécaniquement, le prendre soin est présent dans nos établissements. Mais c'est vrai que j'ai souhaité que cette notion du prendre soin soit élargie à l'ensemble des établissements, y compris les établissements d'enseignement supérieur de recherche. Comment est-ce qu'on prend soin de la relation? Comment est-ce qu'on prend soin des plus fragiles en capacité d'apprentissage, des plus fragiles en capacité de social, etc. Et puis, d'autre part, élargir la notion du prendre soin également au prendre soin de la planète. Ça, c'est vraiment l'intuition du pape François de ne pas opposer le prendre soin social et le prendre soin de la planète, le cri de la terre et le cri des pauvres. Et donc, c'est cette notion large du prendre soin qu'on essaye de développer, de vivre à la Cato. Alors justement, les missions d'une institution comme l'Université catholique de Lille, il y en a 3, formation, recherche et puis le service à la société. Comment vous souhaitez articuler ces 3 dimensions ? Alors, à l'origine, je pense que la Cato a beaucoup focalisé sur la partie de formation. L'origine, c'était il y a 150 ans, 1875, une époque de relations difficiles entre la République et l'Église et des patrons chrétiens du Nord et l'Église qui souhaitent contribuer à la formation de jeunes chrétiens pour travailler dans les entreprises, pour travailler dans la société. Et donc cette partie formation, je pense que pendant longtemps, elle a été la priorité et elle reste une des missions prioritaires de la Cato. La partie recherche s'est développée disons, dans un deuxième temps, et c'est cette partie recherche qui nous permet de garder une formation qui soit toujours actuelle et qui permet également de développer l'ancrage dans le territoire. Et cet ancrage dans le territoire, il fait partie de l'ADN de la Cato. On a été fondé par des patrons chrétiens pour les besoins du territoire et le service à la société. Dès l'époque, il existait et il n'a fait que se développer. D'une certaine manière, la présence de nos hôpitaux, de nos EHPAD, la présence d'une recherche-action permet également de développer ce service à la société qui, à mon avis, est très important actuel. Donc l'un ne va pas sans l'autre et l'un n'aurait pas de sens sans l'autre, si je vous écoute bien. Vous venez d'évoquer les 150 ans, effectivement, c'était en 1875, permis d'ailleurs par la loi de juillet 75, dont l'article 1er tient en quelques mots, c'est simplement l'enseignement supérieur est libre. C'était la porte d'entrée, l'ouverture finalement, et la possibilité de créer cette Université catholique de Lille. À l'origine, une rencontre de patrons chrétiens du Nord, dont Philibert Vrault, et de l'Église. Mais qu'est-ce qu'il en reste de cet élan de départ ? Cet ADN de départ, je vous disais qu'il y avait une question de visée éducative, de formation de jeunes chrétiens. Je pense que cette visée éducative chrétienne qui vise finalement le développement de toutes les dimensions de la personne
c'est quelque chose qui reste actuel. Dans les projets d'établissement, dans les réflexions que nous avons sur les pédagogies, sur l'accompagnement des étudiants, on essaye vraiment de réfléchir à cette vision large de la formation des étudiants. Vous faisiez référence au prendre soin, qui est une des orientations que j'ai voulu donner à ce mandat. L'autre orientation phare, c'est l'expérience de vie des étudiants. Si les étudiants et leurs familles nous font confiance, veulent s'inscrire à la Cato malgré une barrière qui sont les frais de scolarité, je pense que c'est parce qu'ils imaginent, et ils ont raison, qu'ils trouveront à la Cato un climat particulier, une attention à l'étudiant, une attention à son développement, une possibilité de développer différentes expériences, différentes intelligences, différentes compétences. Et ça, je pense que c'est vraiment fondé dans la vision chrétienne de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la programmation des 150 ans? Évidemment, on ne va pas égrener tous les événements qui sont proposés, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir? Cette dynamique de l'anniversaire des 150 ans, 150 ans, c'est extraordinaire, hein, au sens propre du terme. Bien sûr, elle comporte une dimension de relecture. Nous essayons de retracer l'histoire de ces 150 ans, de faire mémoire d'un certain nombre d'étapes clés, d'un certain nombre d'acteurs clés de notre histoire. Mais ce n'est pas pour s'enfermer dans le passé, s'enfermer peut-être dans l'idée que c'était mieux avant. C'est vraiment pour essayer d'en tirer ce que sont les éléments caractéristiques, les éléments fondamentaux de l'ADN de la Cato, et ceci pour éclairer l'avenir. D'une certaine manière, la remise en valeur de l'Observatoire qui est un des éléments phares de cette programmation des 150 ans, elle est bien symbolique parce que on remet en valeur l'Observatoire pour observer ces 150 ans et éclairer l'avenir. Vous avez évoqué il y a quelques instants les frais de scolarité assez élevés. Alors, le taux de réussite, certes, est, si j'ai bien lu, 2 fois plus élevé que dans le public, mais cela a un coût. Comment est-ce qu'on assure un brassage social, ou au moins une diversité? Comment ne pas devenir élitiste quand les frais de scolarité vont de 3 à 10 000 euros en fonction des revenus des parents? Alors, peut-être faut-il expliquer pourquoi nous demandons des frais de scolarité. Nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont tous des établissements privés non lucratifs porteurs d'une mission d'intérêt général. On appelle ça dans le jargon du ministère de l'Enseignement supérieur des établissements ESPIG. Ça veut dire que vous touchez à peu près 6% de subvention de l'État ? Alors, ça dépend des établissements, mais effectivement, c'est de l'ordre de entre 300 et 600 euros par étudiant et par an. Donc, c'est très, très peu par rapport au coût de revient d'un étudiant. Ce statut ESPIG, il nous semble important parce que notre caractère privé nous permet d'avoir une responsabilité, un levier d'efficacité et d'action. Et notre caractère non lucratif, je pense, donne une garantie par rapport à l'utilisation des fonds. C'est-à-dire que toutes nos ressources sont orientées vers le projet éducatif de la Cato. Alors ensuite, à partir du moment où en tant qu'établissement privé non lucratif, le soutien de l'État est très limité, eh bien, l'essentiel de nos ressources viennent des frais de scolarité et on essaye de les contenir au maximum, mais je suis bien conscient que ça peut être une limite, une barrière à l'entrée. C'est ce qui explique le fait que, suivant les établissements, il y a différents dispositifs d'aide au paiement des frais de scolarité qui existent. L'invité d'RCF, Patrick Scoffler, président-recteur de l'Université catholique de Lille, institution qui fête ses 150 ans. Interview à retrouver sur YouTube, sur la page RCF Hauts-de-France. Le pape est venu, on en a pas mal parlé, notamment sur RCF évidemment. Il est venu à l'Université catholique de Louvain, c'est pas loin d'ici, c'était en septembre, et ça a fait couler beaucoup d'encre en Belgique autour d'une question qu'on pourrait résumer un peu... Qu'est-ce qui reste de catholique dans l'université catholique? Ça, c'était pour les Belges. Mais j'ai envie de vous poser la question aussi, ici, à Lille. À quoi correspond le catholique d'université catholique?
Alors je vous parlais tout à l'heure de la vision éducative que nous portons et qui reste d'actualité et qui, je pense, est très conforme à une vision chrétienne de la personne, d'un être en devenir, d'un être appelé à développer les différentes dimensions corporelle, psychique, spirituelle de sa personne. Ça, c'est vraiment un fondement. Et c'est cette proposition éducative, elle est ouverte à tous, chrétiens comme non chrétiens. Et puis, il y a des propositions spécifiques pour ceux qui veulent progresser dans leur foi au Christ. On a une aumônerie qui est très vivante, qui est très ouverte également. Et donc, je pense que l'université catholique est catholique parce qu'elle a une proposition d'éducation ancrée dans la vision chrétienne de la personne, et elle permet à ceux qui sont spécifiquement marqués par la foi chrétienne ou souhaitent l'être, de progresser dans leur foi. Alors, un mot de vous, Patrick Scoffler, parce que, donc, on l'a dit, vous êtes arrivé à l'été 2020 au poste que vous occupez aujourd'hui. Vous étiez auparavant à la tête de l'ICAM. Vous avez dirigé l'Institut catholique des arts et métiers de Lille de 2015 à 2020. De formation, vous êtes ingénieur, chimiste, diplômé de l'IX en 84, des ponts en 86. Vous êtes diplômé également de théologie. Vous avez, on va y revenir, été ordonné diacre en 2002 par le père Raffin, c'était à Metz. Vous avez un MBA d'HEC, vous avez travaillé au Brésil, puis en Moselle. Donc c'est là que vous avez été ordonné diacre. Et là, le sens... Oui. En fait, je suis simplement un rectificatif. Je suis diplômé des mines et non pas des ponts. Mais... j'ai dit les ponts, oui, c'est les mines. Mais je sais qu'il y a une petite erreur sur certains relevés de carrière. Oui. Et alors, donc, en 2002, vous êtes ordonné diacre, sans questionnement. Vous avez rejoint, il y a 20 ans, Apprenti d'Auteuil. Vous en avez été le directeur général. Et puis ensuite, donc Lille. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous retenez de ce parcours ? Je trouve que c'est, en toute humilité, c'est un parcours riche en expériences, à la fois expériences multiculturelles par les différents pays que nous avons connus, et puis en expérience professionnelle également, puisque avoir pu travailler dans le monde de l'entreprise comme dans le monde associatif, avoir pu explorer les domaines scientifiques comme les domaines du management et le domaine de l'éducation. Je trouve que moi, j'ai beaucoup de gratitude quand je relis, non pas les 150 ans, mais les 40 ans de vie professionnelle. Et vous avez travaillé, je le disais, à Bruxelles, Londres, Paris et aussi au Brésil. J'ai lu que votre engagement en paroisse a été un peu le fil rouge de votre vie de famille ou de couple. De quelle manière et que représente aussi le diaconat pour vous ? Alors, c'est vrai que on s'est connus, ma femme et moi, à l'aumônerie des mines. Hein, donc on a été chrétiens engagés depuis notre mariage, mais engagés comme des chrétiens de base, c'est-à-dire dans leur vie de paroisse. Et ça, pour nous, ça a été vraiment un facteur d'intégration très efficace dans les différentes localisations que nous avons eues, parce que finalement, s'intégrer dans une communauté chrétienne, c'est assez vite se rendre compte qu'on a beaucoup à partager, malgré les différences, avec des gens qui justement sont assez différents. Et puis l'appel au diaconat s'est fait à l'occasion d'une de ces étapes en Moselle. Je m'étais engagé dans la catéchèse, et puis le curé de paroisse un jour nous a interpellés sur la question du diaconat, que je ne connaissais pas du tout. Donc il arrivait en terrain vierge. Ici, le slogan à RCF, c'est « La joie se partage ». Qu'est-ce qui fait, vous, de manière un peu fondamentale, votre joie ? Eh bien, ça, c'est une leçon de vie que nous avons eue au Brésil, la capacité de se réjouir du moment présent, de pouvoir mettre en valeur, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait,
pouvoir mettre en valeur les petites ou grandes joies qui marquent forcément toute période de vie. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie que nous avons retenue. Et je pense que nous essayons de pratiquer. Et je pense qu'elle est particulièrement d'actualité. Si vous voulez, d'ailleurs, que je revienne sur les 150 ans, Allons-y. je pense que cette notion de joie et de gratitude, elle est très présente dans cette célébration des 150 ans. Parce que finalement, quand on voit ce qui a été vécu au cours de ces 150 ans, on peut être vraiment admiratif de ce qu'ont porté les uns et les autres. Et elle s'exprimera dans des concerts, comme vous l'avez dit. On aura le Requiem de Verdi au mois de mars. On aura des fêtes pour les salariés, pour les étudiants également. Et puis, l'année se terminera par peut-être un éloge au futur, dans un contexte qui est tellement incertain. On organise, sous une forme d'université populaire, un événement qui s'appelle Ecopos et qui vise à se tourner vers le futur en essayant d'identifier les signes d'espérance, les leviers d'action. Ça sera au mois d'octobre. Non pas dans une sorte de méthode Coué pour, quelque part, pour mettre sous silence toutes les ombres dont parle le pape François, mais plutôt pour se dire, dans ce contexte si chahuté, si incertain, comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut se positionner? Et ça, pour moi, c'est source d'engagement et de joie. Une dernière question. Vous êtes à la tête de la Cato donc depuis 2020. Depuis l'origine, ce sont des recteurs. Ensuite, c'était des présidents recteurs depuis 1973. Vous êtes le 15e. On salue au passage Thérèse Lebrun, qui chaque mois participe en direct sur RCF à l'œil de l'expert, qui fut d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. C'était en 2003. Qu'est-ce qui fera que ce 150e anniversaire sera réussi? Je pense qu'il sera réussi si on a profité de ces 150 ans pour nous rassembler au niveau de la communauté universitaire autour de ce que sont les caractéristiques fondamentales de la Cato. C'est cette capacité d'engagement, cette capacité d'innovation, cette capacité de s'adapter dans des contextes qui sont très, très incertains. Et puis, si de ces 150 ans, on tire cette énergie qui nous permettra d'aborder l'avenir avec confiance et sérénité. Patrick Scoffler, président recteur de l'Université catholique de Lille, a été l'invité d'RCF aux Trans. Merci d'être venu répondre à ces questions.